Alors, Bastien Lachaud, député de la France Insoumise. Donc, je représente le groupe parlementaire de la France Insoumise et plus largement le mouvement La France Insoumise. Alors, sur le RIC en tant que tel, très précisément depuis décembre 2018, mais sur la question de l'implication citoyenne au sein de nos institutions depuis 2015. Pour nous, il existe différents types de RIC que nous souhaitons mettre en place. Premier RIC, le RIC législatif, évidemment, qui permet de modifier la loi ordinaire, organique, voire même la Constitution. Deuxième type de RIC, le RIC abrogatoire, pour abroger tout type de loi, toute disposition législative. Un troisième type de RIC, c'est le RIC révocatoire, qui lui permet de révoquer des élus. Donc là, après, à définir les modalités. Mais évidemment, n'importe quel élu, du conseiller municipal jusqu'au président de la République. Et enfin, un troisième RIC, un RIC constituant, qui permettrait de convoquer une assemblée constituante avec pour mandat d'écrire une nouvelle constitution et donc changer complètement la constitution de la Ve République. Et donc, évidemment, le RIC constituant ne peut pas s'appliquer, évidemment, au niveau local, mais tous les autres RIC doivent pouvoir s'appliquer au niveau local, au niveau municipal, départemental, régional, etc. Pour nous, le RIC constituant, c'est un RIC qui lance un processus. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive avec une proposition de constitution et qui dit on veut remplacer la constitution de la Ve par celle-là et on vote oui, non sur une constitution. C'est réellement un processus, c'est-à-dire c'est le RIC qui dit on convoque des élections ou des modes de désignation différents, tirage au sort, qui combine les deux, etc. Tout cela à décider et à déterminer, mais qui dit on convoque une assemblée constituante. Une assemblée constituante qui serait composée de citoyens qui n'ont jamais été élus dans les institutions de la Ve République et qui s'engagent à ne pas être élus dans les institutions de la future Sixième République. Et à partir de là, cette constituante, elle travaille en lien avec les citoyens, avec des comités locaux, il y a des allers-retours entre le national, le local, il y a des échanges, et on lui dit, ben voilà, vous avez 2 ans pour auditionner qui vous voulez, travailler avec qui vous voulez, etc. Vous êtes totalement souverain et au bout de 2 ans, vous avez mandat de revenir avec un texte d'une nouvelle constitution qui, lui, sera soumis au référendum et donc à la validation de l'ensemble des citoyens. C'est comme ça qu'on conçoit le RIC constituant parce que toute autre forme, à notre avis, serait réductrice et ne permettrait pas d'impliquer l'immense majorité des citoyens dans la conception du texte constituant. Or, la Constitution, c'est notre règle de vie commune et c'est vraiment ce qui légitime l'acceptation de la loi et la soumission aux règles de la loi. Et pour que les citoyens acceptent de se soumettre à la loi, il faut qu'ils soient assurés de la légitimité de cette loi et donc qu'ils valident pleinement et qu'ils soient pleinement en accord avec les règles j'aime pas tellement cette expression, mais les règles du jeu politique. Nous n'avons pas définitivement tranché le seuil, parce que les protocoles, c'est principalement le seuil à partir duquel le nombre de signatures en fait, nécessaires pour enclencher le RIC. Alors, on n'a pas voulu, pour l'instant, parce que tout cela reste à co-construire, fixer le nombre précis de signatures. Dans la proposition de loi que nous avons rédigée, nous avions laissé à la loi organique le soin de fixer ce seuil. Ce que nous avions voulu fixer dans la Constitution, c'était un pourcentage maximum d'électeurs en dessous duquel le seuil était à fixer. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en gros, l'idée, c'était de dire, par exemple, pour les référendums législatifs et abrogatoires, 2% des inscrits au maximum. C'est-à-dire que la loi organique peut dire, bon, bah, c'est 1%, c'est 0,5%, 0,6%, etc., mais pas au-delà de 2%.
donc un seuil maximum de 2%. Et pour le référendum constituant et le référendum révocatoire, nous avions fixé un seuil maximum de 5%, parce que là, on considère que, d'une certaine manière, on touche à des choses un petit peu plus importantes, donc le seuil peut être plus important, parce que, voilà. Mais tout cela, rien n'empêche la loi organique de dire le seuil, c'est 1% pour tous les RIC. Voilà. Mais on avait voulu laisser aux législateurs le soin de placer le curseur en s'assurant qu'avec 2%, on ne soit pas dans des choses qui soient complètement inatteignables, comme l'est aujourd'hui le RIP, avec 4,7 millions de signatures, 10%. Enfin, on est sur des seuils qui sont extravagants. Ensuite, nous, ce qu'on avait fixé comme autre élément, par exemple, des durées maximum entre le moment où on obtient le seuil du RIC et le moment où il est mis en œuvre. Alors, un délai maximum, mais aussi un délai minimum pour qu'il puisse y avoir une campagne électorale digne de ce nom et que les citoyens puissent être dûment informés. Donc, en gros, par exemple, pour le référendum constituant, on a dit qu'il y a 80 jours maximum entre le moment du référendum et le moment de la désignation de l'Assemblée constituante. Et ensuite, l'Assemblée constituante a 2 ans pour travailler et au bout du moment où elle a fini de travailler, il y a 6 mois de campagne électorale maximum avant le référendum qui valide la nouvelle Constitution. Donc l'idée, c'est vraiment de fixer un délai maximum pour ne pas que le pouvoir exécutif puisse enterrer le RIC en disant bon ben on fera le référendum dans 5 ans, mais dans le même temps ne pas qu'il puisse dire bon ben on fait le référendum dans 1 semaine, qu'il n'y ait pas le temps de la campagne électorale et de la nécessaire débat argumenté contradictoire qui est la base de la République. Pour nous, la révocation, elle concerne les élus parce que tous les fonctionnaires sont tenus d'obéir aux élus. Donc si un préfet fait mal son travail, c'est qu'il a reçu les mauvaises consignes du ministre de l'Intérieur ou du président de la République. Donc ce n'est pas au préfet de subir sauf s'il commet quelque chose qui est répréhensible par la justice, là c'est différent. Mais le préfet, il applique la loi et il applique les décisions du gouvernement. Donc le responsable, il est toujours politique. Donc c'est l'élu qui doit être sanctionné et donc ce sont les élus qui doivent être visés par les RIC. Donc évidemment, tous les élus, à tous les échelons. On pourrait même envisager une dissolution de l'Assemblée par les citoyens, hein, que ce ne soit pas juste un député, mais l'ensemble de l'Assemblée. C'est quelque chose qui peut s'envisager. De la même manière pour le conseil régional ou le conseil départemental. Hein. On peut tout à fait se dire, bon, bah, c'est la majorité du conseil régional que l'on veut révoquer et pas juste un élu régional qui fait mal son travail. Et donc dans ces cas-là, on pourrait imaginer une dissolution des conseils régionaux par les citoyens. Donc on a fixé quand même un certain nombre de limites parce que nous considérons qu'il faut que les élus aient le temps de mettre en œuvre leur politique et qu'on en commence à en voir les effets avant qu'on en aille directement à la dissolution ou à la révocation. Donc en gros, on considère que le référendum révocatoire ne peut pas être lancé avant le tiers du mandat. Donc typiquement, pour un maire, au bout de 2 ans. Et de la même manière, le référendum doit se tenir dans un délai maximum de 6 mois suivant l'obtention du seuil de signature. Et l'idée aussi, c'est de ne pas pouvoir le faire plus d'une fois dans une mandature. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans de mandat, un maire voit une procédure révocatoire lancée contre lui. 6 mois plus tard, les signatures sont recueillies. Le référendum est organisé dans les 6 mois. Ça veut donc dire qu'il a à mi-mandat un référendum révocatoire. Il gagne le référendum.
on considère que ça, on ne peut pas relancer une procédure révocatoire dans la deuxième moitié du mandat parce que d'une certaine manière, il a réussi le test du référendum révocatoire et donc éviter la multiplication aussi de cela, mais s'assurer que les possibilités de révocation existent bien. Donc voilà, donc pas plus d'une fois dans le mandat. Quand je dis pas plus d'une fois, c'est pas plus d'une fois quand il y a le référendum. Il peut y avoir plusieurs tentatives d'obtenir les signatures, mais à partir du moment où il y a où le référendum révocatoire se tient, si les électeurs décident de conserver leur maire à plus de 50%, c'est logique qu'il puisse terminer son mandat. J'aimerais une petite précision sur tout ce qui a été dit. Au niveau des non-élus, les membres du gouvernement, par exemple, sont des fonctionnaires non élus. Et est-ce que ça serait possible, dans votre révocatoire, de pouvoir révoquer un ministre Alors pour moi, un gouvernement est responsable dans sa globalité. Ce n'est pas un ministre particulier qui est responsable. Et dans ces cas-là, pour moi, c'est l'Assemblée nationale qui, si elle n'est pas capable de voter la censure du gouvernement, c'est l'Assemblée nationale qui doit être dissoute pour qu'un nouveau gouvernement prenne la place. Parce que s'il y a une majorité de l'Assemblée nationale qui soutient un gouvernement, même si on fait démissionner le gouvernement, la politique qui sera menée sera toujours celle de l'Assemblée nationale. Et donc c'est la dissolution de l'Assemblée nationale qui résoudra le problème du gouvernement que l'on veut révoquer. Alors, tous les citoyens doivent pouvoir lancer un RIC, c'est évident. La seule règle, à notre sens, c'est qu'il soit inscrit sur les listes électorales de la zone géographique concernée. C'est-à-dire que quelqu'un qui habite Paris ne doit pas pouvoir lancer un RIC municipal à Marseille, par exemple. Parce que, voilà. Donc vraiment, inscription dans la circonscription concernée par le RIC. Inscription sur les listes électorales implique donc d'être de nationalité française ou ressortissant de l'Union européenne sur les circonscriptions concernées par les élections auxquelles ils ont le droit de vote. Droit de vote que nous voulons élargir aux résidents étrangers dans les mêmes conditions que pour les électeurs européens. Donc jouir du droit de vote, l'âge d'inscription sur les listes électorales, 18 ans, nous on veut le réduire à 16 ans. Donc ça élargirait, etc. Mais être inscrit sur les listes électorales, donc bénéficier du droit de vote. Donc pour la précision, ça voudrait dire que par exemple pour un référendum constituant ou national, les étrangers, y compris de l'origine européenne, ne pourraient pas y participer. Tout à fait. On traite aujourd'hui du RIC dans le cadre des institutions de la Ve République. Nous ne reconnaissons pas ce cadre que nous jugeons complètement antidémocratique et nous souhaitons la mise en place d'une Sixième République par le biais de l'Assemblée constituante. Donc ça, j'aurais peut-être dû commencer par préciser ça, parce que cela implique énormément d'éléments, de biais dans les réponses que l'on fait. Donc, sur la question du sujet de l'initiative, l'un des articles de la Constitution de la Ve, justement, précise bien que la souveraineté réside dans le peuple. Donc, le peuple est le souverain. À partir du moment où le peuple est le souverain, qu'il ne fait que déléguer sa souveraineté à ses représentants, tout sujet peut être, bien évidemment, traité par le RIC. Voilà. Dans le respect, évidemment, des traités internationaux que la France a ratifiés ou ratifiera. Et il est évident que donc tout sujet peut être abordé par les RIC, évidemment,
pour les RIC locaux dans la limite des compétences des collectivités locales dans lesquelles le RIC prend sa place. Absolument impensable que nous ayons un RIC sur... encore que maintenant, avec la loi qu'ils sont en train de faire passer, tout devient possible. Mais en gros, moi, je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait des limitations de vitesse différentes par collectivité territoriale. Donc je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait un RIC dans un département qui dise « Eh bien, nous allons pouvoir rouler à 130 sur nos routes départementales et dans le département d'à côté ». Donc que vraiment, on se limite aux compétences des collectivités concernées par le RIC. Mais à part ça, il n'y a aucune raison que le peuple soit bridé dans sa souveraineté. Complètement compris. Ça veut dire quand même que le RIC devrait pouvoir, par exemple, faire annuler un traité international signé par la France. Pourquoi pas? C'est un sujet complexe. Il faut que cela soit le plus simple possible. On le voit aujourd'hui avec le RIP, la complexité du formulaire, le fait qu'il n'y ait qu'une seule mairie dans chaque canton qui ouvre ses portes pour les signatures papier, etc. Donc, il faut vraiment réfléchir à la manière de faire le plus simple possible. Donc, peut-être que ce devrait être dans le cadre... Mais le problème, vous voyez, c'est on réfléchit dans le cadre des institutions de la Ve République, où on a un Conseil constitutionnel qui prive d'une certaine manière le peuple de sa souveraineté en disant la Constitution lui-même. On a un Conseil économique, social, environnemental qui n'a pas de pouvoir, mais peut-être que ça devrait être le Conseil économique, social, environnemental qui reçoit les propositions. Peut-être qu'il faudrait que ce soit le Conseil constitutionnel. Peut-être qu'il faudrait que ce soit une institution ad hoc qui soit créée pour réceptionner les RIC. Peut-être qu'il faut que ce soit l'Assemblée nationale. Là, j'avoue que nous n'avons pas de politique arrêtée. La seule chose qu'il faut, c'est qu'il faut que ce soit une instance qui soit neutre. Je ne dis pas indépendante parce que aucune instance n'est réellement indépendante. Il faut, à mon avis, fixer un délai de réception des signatures, peut-être 1 an. Mais tout cela, ce sont des propositions à affiner. Le comment, de la même manière, associer le maximum de solutions possibles, que ce soit le numérique, que ce soit le papier, vraiment, voilà. Dépôt d'une somme d'argent, non, parce que le vote censitaire, il n'y a pas de raison. L'examen de moralité, au nom de quoi? Pour moi, l'examen de moralité, c'est être inscrit sur les listes électorales, point. Donc, voilà. Les modalités pratiques à définir, du moment qu'ils garantissent que tout le monde y ait accès, que cela soit simple, que tout le monde soit informé de cette possibilité du RIC, donc qu'il faut qu'il y ait peut-être des émissions sur les télévisions publiques pour dire, voilà, il y a aujourd'hui telle proposition de RIC, etc. etc. Peut-être que dans les PQR, dans la presse quotidienne régionale, il faut qu'il y ait des encarts réservés pour dire, ben voilà, dans telle commune, il y a eu telle proposition de RIC, n'hésitez pas à, etc. etc. Il faut qu'il y ait une information. Peut-être qu'il y ait un courrier à toutes les personnes concernées, toutes les personnes qui sont concernées par la circonscription dans laquelle un RIC est lancé, qu'ils soient informés, peut-être avec une enveloppe T pour répondre et signer, etc. Voilà. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation où nous aurions un RIC dévoyé ou qui existe sur le papier, mais qu'il soit impossible de mettre en œuvre localement. Donc, je n'ai pas de réponse précise, mais en tout cas, j'ai donné des pistes. Peut-être qu'il faut prendre toutes ces pistes pour que, en tout cas, il y ait un objectif. Tout le monde doit pouvoir déposer un RIC, tout le monde doit pouvoir le soutenir, tout le monde doit être informé de sa possibilité de le soutenir. Donc, si j'entends que vous n'avez pas de politique arrêtée sur ce sujet-là, donc j'aimerais savoir qui arrêtera cette politique et comment se mettra en place ces modalités, qui co-construira en fin de compte
Je pense qu'il faut qu'il y ait des échanges avec les citoyens. Quand on a fait la proposition de loi à l'Assemblée nationale, on l'a faite un peu dans l'urgence pour répondre à la demande notamment des Gilets jaunes. Mais il est important d'auditionner, d'échanger avec les citoyens, avec les constitutionnalistes, pour trouver la meilleure manière de faire. Voilà. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que le Conseil constitutionnel soit le meilleur réceptacle de ces propositions, mais pourquoi pas. Tout cela est à débattre du moment qu'à l'arrivée, on arrive à respecter l'ensemble des principes que j'ai évoqués. Alors, sur la précision encore, vous n'avez pas encore de position arrêtée sur auprès de qui déposer une proposition, mais quelle serait éventuellement la capacité de ce réceptacle, comme vous le dites, des propositions? C'est-à-dire, est-ce que ça serait simplement une chambre d'enregistrement, de vérification du nombre de signatures, etc. Ou est-ce que ça serait également une assemblée qui permettrait la discussion avec les initiateurs de ces propositions pour éventuellement l'amender, la modifier ou la valider juridiquement ou autre chose? C'est une bonne question. Moi, je pense... À mon sens, c'est principalement une chambre d'enregistrement des signatures et de vérification que les gens qui signent sont bien inscrits sur les listes électorales et que ce sont eux qui signent. Après, vous voyez, on réfléchit en travaillant. Pourquoi ne pas envisager que cette instance soit dotée d'une assistance juridique pour s'assurer que les textes rentrent bien dans les clous. Mais je suis même, pourquoi pas, mais je ne sais pas. Mais je ne suis pas pour qu'il y ait une assemblée d'experts qui disent aux citoyens: ah oui, mais votre proposition, en fait, elle existe déjà, en fait, elle est mal. Enfin, c'est quand même le peuple, le souverain. Donc, moi, moins il y a d'intermédiaires, mieux on se porte. Donc, il faut que vraiment les choses soient assez simples. Donc là, cette question renvoie à la précédente. Donc, je vais très rapidement. Pour moi, il y a ce qui valide, c'est simple, c'est l'organe qui a reçu la proposition, qui vérifie qu'il y a un nombre de signatures et qui dit, bon ben voilà, on a les signatures et maintenant on enclenche la procédure du référendum. Les seuils de déclenchement, ça je l'ai déjà évoqué dans la première question, je ne reviens pas. Pour moi, il n'y a pas de double majorité numéraire ou territoriale. À la rigueur, on pourrait se dire qu'il faut qu'il y ait un minimum de départements représentés parmi les signataires pour une demande nationale, et de se dire qu'un seul département ne peut pas déclencher un référendum national, et que donc il faut qu'il y ait au moins X départements représentés. Ça, je pense que ça pourrait être intéressant pour des initiatives nationales. Et vous voyez, la question de l'organe, au niveau national, on voit, c'est assez simple. Ça pourrait être le Conseil constitutionnel, le CESE, comme je le disais. Mais au niveau local, ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui va réceptionner toutes les propositions locales. Donc, ça pourrait être les préfectures. Ça pourrait être le représentant de l'État, le préfet, qui les réceptionne. Ou ça pourrait être les conseils. Enfin, oui, je pense que ça devrait être ça. Donc, vous voyez, il faut vraiment qu'on regarde. Mais après, évidemment, bien sûr que non, qu'ils ne peuvent pas interférer ou bloquer. À partir du moment où l'initiative a été déposée, le nombre de signataires requis est atteint, le déclenchement est automatique. Il ne faut pas qu'on se retrouve comme le RIP avec si les assemblées n'ont pas rediscuté du texte dans les 6 mois, là, il y a référendum. Et les assemblées peuvent discuter du texte et le revoter tel quel. Vous voyez, là, on est c'est kafkaïen. Non, là, c'est simple. Il y a les signatures, le délai est respecté, on engage le référendum immédiatement.
nous avons un droit électoral en France qui n'est pas parfait, loin de là, mais qui existe et qui est censé garantir l'égalité de traitement des différents mouvements politiques. Bon, alors, ce n'est pas le cas. C'est très complexe. J'aurais bien tendance à vous répondre les règles actuelles. C'est-à-dire, il y a un plafond, il y a un budget maximum, il y a une part qui est remboursable. N'importe quel candidat qui fait X% est remboursé. Voilà. Ces règles ne nous satisfont pas, nous voudrions les changer, les modifier, mais bon, c'est un autre sujet qui est peut-être trop vaste pour le temps qui nous reste. Donc disons, des règles qui empêchent un financement privé des campagnes, qui plafonnent les dépenses pour qu'un camp ne puisse pas écraser l'autre par ses moyens, un remboursement de l'État de la campagne pour un remboursement de l'État dans un plafond donné, des temps de parole équivalents, 50% pour le oui, 50% pour le non, un matériel papier envoyé à tous les électeurs pour le oui et pour le non. Après se pose la question de est-ce seulement les partis présents au Parlement ou les partis qui ont fait tant de pourcents à certaines élections qui peuvent mener la campagne, ou est-ce qu'il faut que les citoyens qui sont à l'initiative puissent aussi mener la campagne? Ça, c'est un sujet. Là, il faut qu'on regarde précisément comment le mettre en œuvre. Après, nous avons un exemple, hein, le référendum de 2005. 90% des partis étaient pour le oui. Il y en avait très peu qui étaient pour le non. La campagne du non a été très maltraitée dans les médias, etc. Le peuple a quand même su voter non. Donc, voilà, faut qu'on regarde très précisément. Mais en tout cas, il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Il faut que les intérêts privés en soient exclus. Il faut que l'État participe au financement et qu'il y ait des temps de parole équivalents sur les médias. Bien alors, il y a deux... le plus simple, c'est de dire le vote, ce qui peut voter, toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription concernée. La circonscription concernée, elle est fixée par le projet de RIC déposé à l'origine. Si le RIC dit c'est sur la commune X que je veux que tel arrêté soit abrogé, eh bien le référendum se tient sur l'échelle de la commune X. Pas de restriction au vote. Plusieurs questions peuvent-elles être posées en même temps? Pourquoi pas? Mais il ne faut pas que ça se transforme en un dimanche, c'est le dimanche d'Éric, et il y a 50 propositions à la suite. 1, 2 propositions, peut-être 3, pourquoi pas, mais pas plus. Hein. D'ailleurs, ça existe déjà. Hein. Quand on élit des fois des conseillers régionaux, des fois c'est le même jour que les conseillers départementaux, ou les conseillers départementaux en même temps que les conseils municipaux. Donc ce genre de choses peut se faire. Et donc, quand on dit ça, ça se fait dans les mêmes bureaux de vote et sous la même forme qu'une élection classique. Il n'y a pas de raison. Le mode de scrutin, c'est simple. Hein, c'est majoritaire à un tour. C'est un référendum. Hein, c'est oui, non, etc. Et voilà. Et après, il n'y a pas forcément besoin de quorum parce que on l'a vu hein, dans des référendums constituants. Il y a des votes qui se sont faits avec moins de 50%
des inscrits. Donc voilà, il n'y a pas de raison que pour un RIC particulièrement, il y ait besoin d'un quorum qu'on ne demande pas dans d'autres situations. Bien, donc le résultat a-t-il valeur de loi? Ben oui, il doit être promulgué. On pourrait tout à fait imaginer qu'il soit promulgué dans le mois ou les 2 mois qui suivent, hein, parce que c'est vrai que c'est un vrai souci si jamais il n'était pas promulgué. L'impact sur les institutions européennes, peuvent-elles empêcher la reconnaissance du résultat? Elles peuvent essayer, mais c'est le peuple qui est souverain, donc non. Ça contraindra le gouvernement à désobéir aux institutions européennes. Prévoyez-vous un délai avant de représenter la même question au référendum? On peut se dire que peut-être dans une autre mandature, etc., à réfléchir. En cas de refus, quelles sont les implications que vous envisagez? Le RIC est refusé. On en revient à la situation antérieure. Le délai avant de représenter la même question au référendum, à discuter. Pour le révocatoire, je vous avais dit, pas dans le même mandat. Pour les autres, à voir. Mais on peut se dire qu'il faut voir. Ça, vous savez, ça c'est vraiment à échanger, à discuter techniquement, donc à voir, je dirais. Mais pour le reste, je pense que j'ai été assez clair sur le reste. Ça reprend plusieurs de ce que j'ai pu dire avant. Donc, une obligation d'information de tous les citoyens qu'il y a la possibilité de soutenir une initiative de RIC. Donc, à partir de ce moment-là, ça permet de lutter d'une certaine manière contre la propagande, de s'assurer, une fois que le RIC est validé, que les règles électorales françaises s'appliquent, c'est-à-dire pas de financement privé, donc ça règle la question d'une certaine manière, hein, avec des guillemets, la règle la question des lobbies, ça règle la question du pouvoir de l'argent, la récupération politique. S'il y a des partis politiques qui décident de soutenir le RIC, est-ce vraiment une récupération politique? N'est-ce pas un soutien à une initiative citoyenne? Est-ce qu'on a besoin de lutter contre des partis politiques qui disent « Ah, cette proposition de RIC, elle est très bien, et donc oui, je vais mener campagne pour, un, qu'on obtienne les signatures, 2, pour que le oui l'emporte ». Est-ce de la récupération politique? Pour moi, c'est plutôt un soutien d'un parti politique à une initiative citoyenne, et on devrait plutôt s'en réjouir. Donc moi, je ne pense pas qu'il faille interdire à des partis politiques de soutenir une initiative. Au contraire, c'est plutôt une très bonne chose. Pour moi, c'est un complément. Ça permet de traiter des sujets que les parlementaires n'auraient pas traités. Ça permet de corriger des erreurs. Ça permet en fait, c'est un complément. C'est un complément utile au pouvoir des élus et des représentants du peuple. Les deux se complètent. C'est, par exemple, le RIC révocatoire a un rôle central sur les élus. C'est vraiment le moyen de dire « vous êtes sous le contrôle populaire ». Le contrôle populaire, ce n'est pas juste une fois tous les 5 ans, tous les 6 ans, l'élection, savoir si vous allez être réélu ou pas. C'est-à-dire que vous vous êtes fait élire sur un programme. Eh bien, là, avec le RIC abrogatoire, nous voulons que vous appliquiez le programme. Voilà. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est un moyen de contrôle,
c'est un moyen de pression, c'est un moyen pour le peuple d'exercer sa souveraineté, mais ce n'est absolument pas contradictoire avec avec la représentation et une démocratie représentative. Le RIC doit permettre de faire émerger et de faire advenir la souveraineté populaire. Aujourd'hui, c'est vraiment ça qui est maltraité par les institutions de la Ve République. On est dans une situation où le peuple est volontairement écarté des lieux de pouvoir, où en gros, il y a une élection qui compte tous les 5 ans, élire le président de la République. On donne un mandat au président de la République et de toute manière, c'est un mandat en blanc, puisqu'il est irresponsable, etc., et qu'il ne peut rien lui arriver. Pendant 5 ans, il peut appliquer les politiques qu'il veut. Et ce sont des politiques qui ont tellement d'effets sur les collectivités locales dessous que même les élections au niveau des collectivités locales ont assez peu d'impact parce que quand le gouvernement bride le budget des collectivités locales, les collectivités locales sont obligées de faire dans une politique, dans le cadre austéritaire imposé par le gouvernement. Donc vraiment, c'est rendre la souveraineté au peuple, mettre les élus sous le contrôle du peuple, remettre le peuple au cœur de la démocratie, au cœur de la République. C'est vraiment ça que le RIC doit permettre. Alors, ce qui pourrait le rendre inopérant, ce serait des seuils de signature trop élevés. D'où le fait que nous avons essayé de mettre des seuils maximum dans la Constitution pour remédier à ça. Parce que si on dit on fait le RIC et que le gouvernement dit il faut 10% des inscrits pour le déclencher, là, ça serait totalement inopérant. Il faut éviter d'avoir le dimanche des RIC, où il y aurait un dimanche toute l'année où il y a tous les RIC qui sont votés en même temps, parce que ça mélangerait tout, ça serait inaudible, etc. Il faut éviter le fait qu'il n'y ait aucune communication, aucune propagande sur les RIC, parce que si personne ne sait que la proposition existe, eh bien, personne n'ira la signer, elle sera inopérante. Il faut éviter que le processus de dépôt, le processus de soutien d'une initiative citoyenne soit trop complexe, soit trop éloigné des citoyens, parce que sinon, là aussi, le recueil des signatures sera rendu impossible. Donc, vous voyez, ce sont plein de petits détails techniques qu'il faut vraiment bien prendre en compte, bien mesurer. Il faut garantir que la propagande électorale soit équitable et soit juste et égalitaire entre les différentes propositions pour s'assurer que les citoyens puissent bénéficier d'un véritable débat éclairé. Il faut que le débat ait lieu pour que les citoyens se prononcent de manière éclairée et qu'ils ne subissent pas une propagande médiatique. Donc peut-être imposer des débats départementaux avant le référendum, etc. Vraiment s'assurer que les citoyens puissent facilement soutenir une initiative, qu'ils soient informés, qu'ils bénéficient d'un débat argumenté, contradictoire, équitable, égalitaire avant de se prononcer, qu'ils sachent précisément sur quoi ils se prononcent, que le RIC que les dispositions adoptées par les citoyens ou rejetées par les citoyens à l'issue du RIC soient immédiatement mises en œuvre par l'exécutif. Mais bien sûr qu'il peut y avoir des défauts au RIC. Typiquement, vous connaissez ma coloration politique, mais il est évident que, nous le savons, il y a des forces réactionnaires qui voudront s'attaquer à des mesures de progrès social ou par exemple, sur les questions de droits des femmes, sur les questions d'avortement, sur les questions
de peine de mort, etc. Oui, il y a des gens qui vont vouloir s'attaquer au progrès social par le biais du RIC. Eh bien, il ne faut pas avoir peur du peuple. Il faudra combattre ces propositions politiquement, avec des arguments, et aussi avec le poids des traités internationaux, notamment ceux de l'ONU que la France a ratifiés, qui interdisent la peine de mort, etc. etc. Mais ça contraindra tout le monde à accepter le débat politique et le débat argumenté, et cesser des postures qui prennent le peuple pour plus bête qu'il n'est. Le peuple n'a pas toujours, enfin le peuple de fait a toujours raison, parce que c'est lui le souverain. Mais pour pouvoir prendre ces décisions, il faut que le débat argumenté ait lieu, et c'est aussi à ça que servira le RIC. Donc ses défauts sont aussi ses qualités. Et donc, est-ce que cela suffira à protéger les droits fondamentaux? Non, les droits fondamentaux, pour nous, doivent, au-delà de la loi, doivent être inscrits dans la Constitution. Doivent être inscrits dans la constitutionnalité. Dans la Constitution, il faut constitutionnaliser le droit à l'avortement. Il faut constitutionnaliser le droit de mourir dans la dignité. Il faut constitutionnaliser le droit au mariage pour tous. Il faut constitutionnaliser tous ces droits qui, aujourd'hui, peuvent être remis en cause. Parce qu'on parle du RIC. On explique qu'on peut remettre en question la peine de mort. On peut remettre en question le droit à l'avortement, à l'IVG, par le RIC. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'aujourd'hui, une majorité simple à l'Assemblée nationale, une majorité simple, pourrait abroger, pourrait interdire le droit à l'IVG dans notre pays. Et nous n'aurions aucun moyen de nous y opposer. C'est donc pourquoi on ferait plus confiance aux électeurs le jour des élections législatives que le jour du RIC. Cela n'a pas de sens. C'est-à-dire que si on veut réellement protéger ces droits fondamentaux, on les constitutionnalise. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait. Nous avons proposé des amendements visant à constitutionnaliser l'ensemble de ces droits lors de la réforme constitutionnelle avortée à cause de l'affaire Benalla, mais tous ces amendements ont été rejetés par la majorité actuelle qui brandit la peur de la suppression de ces droits pour rejeter le RIC. Vous voyez ? On ne peut pas dire on veut défendre les droits fondamentaux, donc on ne prend pas le RIC parce que ça pourrait remettre en question les droits fondamentaux, et dans le même temps refuser de constitutionnaliser ces droits fondamentaux. Moi, je pense vos questions sont très précises. On voit là un travail sérieux qui laisse bien augurer de la suite. Nous, on n'a pas grand-chose à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre notre proposition de loi constitutionnelle qui a été débattue dans l'hémicycle, qui a été rejetée par une motion de renvoi de La République En Marche, ainsi que le rapport que j'ai rédigé pour les collègues de l'Assemblée nationale pour présenter la proposition de loi, qui est assez détaillée parce que nous avons pu auditionner un certain nombre de constitutionnalistes, etc. Donc voilà, ça permet d'avoir des éclairages, et vous trouverez aussi tous les débats qui ont eu lieu en commission sur le RIC. Donc voilà, ça permettra de compléter si jamais nous n'avons pas pu tout aborder.